Bonjour à tous, bienvenue dans Histoires d'Ecstasy. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Desmond Taylor était le genre d'homme qui se targuait de ne jamais se contenter de moins que la perfection. Il se tenait droit, marchait avec arrogance et exhalait le sentiment d'avoir droit à tout. Né dans une famille aisée et ayant reçu les clés de l'empire prospère d'import-export de son père avant ses 30 ans, Desmond était convaincu que le monde lui devait des applaudissements, rien que pour son existence. Ses costumes étaient confectionnés sur mesure en Italie, ses montres soigneusement sélectionnées en Suisse, et même le parfum qu'il portait était en édition limitée, car, pour Desmond, être ordinaire équivalait à être invisible. Il n'avait pas de temps à perdre avec ce qu'il considérait comme la médiocrité. À ses yeux, les gens qui n'étaient ni riches, ni ambitieux, ni puissants n'étaient que du bruit de fond dans son grand récit. Il parlait comme s'il s'adressait toujours à une foule, même lorsqu'il ne s'agissait que de son chauffeur ou de sa secrétaire. Et même si ses conseils d'administration étaient remplis d'investisseurs et d'employés qui acquiesçaient à chacun de ses propos, ce n'était pas par respect, mais par peur. Tout le monde savait que Desmond pouvait faire ou défaire une carrière d'un claquement de doigts, et il appréciait plus que tout ce contrôle. Bien que son image publique le dépeignait comme un PDG accompli et un entrepreneur visionnaire, ceux qui le côtoyaient de près savaient le contraire. Desmond était impitoyable. Son tempérament était instable et il ne ressentait jamais le besoin de s'excuser. Ses employés étaient souvent humiliés pour des erreurs mineures, ses partenaires commerciaux étaient jetés comme des dossiers lorsqu'ils étaient en désaccord avec lui, et même les membres de sa famille avaient appris à faire preuve de prudence en sa présence. Il ne croyait pas à la compassion, seulement au résultat. Si quelqu'un n'apportait pas une valeur mesurable à son monde, il était condamné à disparaître. Desmond n'était pas du genre à s'asseoir pour bavarder ou à prêter une oreille attentive, sauf si la conversation était liée à un signe de dollar. Pour lui, les relations n'étaient que des transactions. Il disait souvent « Je n'aime pas les gens, je les gère ». Cette mentalité transparaissait dans tous les aspects de sa vie, en particulier dans sa perception des femmes. Dans l'univers de Desmond, les femmes étaient soit ornementales, soit opportunistes. Il les classait selon leur aptitude à servir son statut ou son plaisir. Une belle femme issue d'un milieu aisé était une alliée potentielle, une belle femme issue d'un milieu pauvre était un handicap. Il avait fréquenté des mannequins, des actrices et des personnalités mondaines, qui toutes se délectaient de son argent et affichaient son nom, mais aucune ne touchait véritablement son cœur, car il ne croyait pas en avoir un. Il se vantait auprès de ses amis qu'il n'épouserait jamais une femme qui ne serait pas issue d'une famille plus puissante que la sienne. Pourquoi investir dans quelque chose qui ne rapporte rien? Disait-il avec un sourire narquois lors des brunchs et des salons de cigares. Son idée de la femme parfaite était celle qui pouvait accroître son influence, ou à tout le moins, susciter l'envie d'autres hommes puissants. Tout ce qui était inférieur était une dégradation, et Desmond Taylor n'acceptait jamais de dégradation. Il préférait rester célibataire plutôt que d'être lié à quelqu'un qui ne rehaussait pas son image. Malgré sa froideur, les médias adoraient Desmond. Les tabloïds ne se lassaient pas de ses vacances de luxe, de ses apparitions caritatives, qui n'étaient que des stratégies de relations publiques, et de sa compagnie toujours changeante de femmes glamour. Aux yeux du monde extérieur, Desmond incarnait la réussite moderne, jeune, riche, beau et apparemment intouchable. Mais derrière les portes closes et le silence stérile de sa demeure, il était un homme solitaire, sans repères émotionnels. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait eu une conversation sincère, sans rapport avec l'argent ou le contrôle. Et pourtant, il s'en fichait. Il croyait que c'était le prix de la grandeur. Il ignorait que son monde, soigneusement organisé, allait être bouleversé par une femme qu'il sous-estimerait, une femme qui serait à la fois sa perte et sa leçon. Elle s'appelait Suzanne, et bien qu'il ne l'eût pas encore rencontrée, sa présence finirait par détruire tout ce qu'il avait bâti sur l'orgueil, la cruauté et l'arrogance aveugle. Suzanne Daniels était une femme d'une endurance tranquille, davantage façonnée par les épreuves qu'elle avait traversées que par le confort qu'elle n'avait jamais connu. Élevée par sa grand-mère vieillissante au cœur d'une petite ville rurale poussiéreuse, Suzanne avait connu les difficultés dès son plus jeune âge. Ses parents sont morts dans un tragique accident alors qu'elle n'avait que 8 ans, ne laissant derrière eux que des dettes et une petite fille trop innocente pour saisir la gravité de la perte. Pourtant, même au plus profond du chagrin, Suzanne a trouvé le moyen de sourire. Sa grand-mère disait souvent qu'elle avait l'âme d'une guérisseuse, douce,
altruiste et infiniment généreuse. La vie n'offrait ni luxe ni privilège à Suzanne, mais elle lui a appris la résilience. Elle a appris à transformer ses économies en repas, à parcourir de longues distances sans se plaindre et à offrir son aide même lorsqu'il lui restait peu à donner. Ses journées étaient calmes et prévisibles, remplies des petites tâches qui composaient son univers. Elle travaillait à temps partiel comme femme de ménage dans une clinique locale, balayant les sols et changeant le linge, tout en faisant du bénévolat au centre communautaire 3 soirs par semaine. Les enfants l'adoraient, les aînés la respectaient. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait, mais lorsqu'elle prenait la parole, ses paroles avaient du poids. Il y avait dans l'esprit de Suzanne un calme inébranlable, une grâce qui lui venait de la conscience de qui elle était au-delà des circonstances. Elle s'habillait modestement, coiffait ses cheveux en traits simples et ne se maquillait jamais, non par réticence, mais parce qu'elle ne ressentait jamais le besoin de dissimuler ce qu'elle était. Sa beauté était discrète et involontaire, de celle qui persistait après son départ. Ce qui distinguait Suzanne, ce n'était pas son apparence, mais son cœur. Elle était le genre de personne qui donnait son parapluie un jour de pluie et rentrait trempée chez elle sans se plaindre. Elle ne refusait jamais un mendiant, n'ignorait jamais un appel à l'aide et ne jugeait jamais personne sur son passé. Sa foi en Dieu l'a aidée à traverser les nuits les plus sombres, et elle disait souvent que même lorsque le monde devenait froid, la prière la tenait au chaud. Suzanne croyait profondément au destin, mais ne précipitait jamais la vie. Elle était convaincue que chaque chose a son temps, et même si elle luttait souvent contre la solitude, elle ne la laissait pas l'amertume. Au lieu de cela, elle répandait son amour dans le monde par petites attentions, discrètes, en préparant de la nourriture pour les affamés, en aidant les jeunes filles à trouver leur voie et en souriant aux inconnus qui semblaient en avoir besoin. Ce jour-là, Desmond se tenait au bord du hall du centre communautaire, sirotant un verre d'eau dont il n'avait pas vraiment envie. Il avait accepté de participer à cette action caritative uniquement parce qu'elle était organisée par l'un de ses associés, qui insistait sur l'importance de se montrer compatissant devant les caméras. Vêtu de son plus beau costume bleu marine et d'une montre-bracelet en or dépassant de sa manchette, Desmond semblait totalement dépaysé parmi les enfants qui couraient partout, les mains tachées de craie, et les bénévoles arborant des t-shirts ornés de citations inspirantes. Son expression était vide, son esprit déjà perdu dans le salon luxueux où il aurait préféré être, jusqu'à ce que son regard se pose sur une jeune femme debout au fond de la pièce. Elle ne faisait rien de spectaculaire. En fait, c'est sa simplicité qui attira son attention. Sa robe était simple, ses traits soigneusement attachés, et son sourire, si naturellement sincère alors qu'elle aidait un enfant boiteux à ramasser des livres tombés, le fit Jeannette. L'espace d'un instant, Desmond crut qu'elle faisait partie des bénéficiaires locaux. Elle semblait ne pas appartenir à son monde, sans marque de créateur, sans bijoux extravagants et surtout sans prétention. Il la regarda se pencher doucement pour nouer le lacet d'un garçon qui ne devait pas avoir plus de 6 ans, puis lui donner une petite tape sur la tête. Il y avait chez elle quelque chose d'énervant et d'apaisant, quelque chose que Desmond ne parvenait pas à catégoriser. Dans son monde, les femmes étaient bruyantes, raffinées et animées par l'ambition ou le désir de luxe. Mais celle-là, cette Suzanne, comme il apprendrait plus tard son nom, ne semblait pas désireuse d'attention. Et c'est peut-être pour cela qu'il ne pouvait pas la quitter des yeux. Elle ne lui jeta pas un seul regard, ne semblait pas intéressée par les hommes imposants qui passaient devant elle. Elle avait son propre monde, et pour la première fois depuis longtemps, Desmond se sentit curieux. Lorsque son associé le présenta nonchalamment, Suzanne le salua d'un petit sourire et d'un hochement de tête respectueux. Pas de flirt, pas d'impression. Juste un simple « enchanté, monsieur », et c'est tout. Ce soir-là, Desmond ne pouvait s'empêcher de penser à elle, non pas parce qu'il était sous le charme, mais parce qu'il n'arrivait pas à la cerner. Pourquoi faisait-elle comme si elle se fichait de qui il était? Ne savait-elle pas que son nom résonnait dans les couloirs du pouvoir? Il attribuait son intérêt à l'intrigue, rien de plus. Pour lui, elle n'était qu'une énigme, une pauvre fille en quête d'une vie meilleure. Quelqu'un qu'il pouvait contrôler, peut-être même façonner en quelque chose qu'il pourrait utiliser. Mais ce qu'il ignorait, c'est que sa décision de la regarder marquait le début de l'effondrement de tout ce qu'il tenait autrefois. Sa fierté, son empire et son sentiment de pouvoir. Desmond commença à inventer des excuses pour se rendre au centre. Il fit des dons en masse, envoya des représentants livrer des colis en son nom et, parfois, se présenta à l'improviste. À chaque fois qu'il venait, Suzanne était là, travaillant discrètement,
sans rien demander. Il l'observait avec attention, observant sa façon d'interagir avec les enfants, son écoute des autres, son air toujours serein, malgré le chaos environnant. Cela l'irritait et l'intriguait à la fois. Et même s'il se disait que cela lui était égal, Desmond commença à élaborer des plans dans l'ombre de son esprit, des plans qui finiraient par entraîner Suzanne dans une vie qu'elle n'avait jamais désirée, et dans un mariage qui mettrait à rude épreuve sa patience et sa dignité. Desmond ignorait le moment exact où cela se produisit, mais au fil des semaines qui suivirent sa première rencontre avec Suzanne, elle commença à occuper ses pensées plus qu'il ne voulait l'admettre. Au début, il se persuada que c'était de la fascination. Puis ce fut une obsession. Il se disait qu'elle était un projet parfait, brut et brute, quelqu'un qu'il pourrait modeler. Mais entre les visites forcées et les conversations qu'il partageait autour de tables pliées et de chaises en plastique, Desmond commença à ressentir quelque chose d'étranger en lui, de la chaleur. Suzanne ne s'est jamais montrée impressionnée par sa fortune. Elle ne l'a jamais complimenté sur ses tenues ni interrogé sur ses entreprises. Elle parlait plutôt des enfants qu'elle aidait, des rêves qu'elle nourrissait pour sa communauté et des souvenirs de sa défunte grand-mère, qu'il avait élevée avec foi et discipline. Son honnêteté le désarma et, pour une fois, Desmond trouva une femme qui ne le faisait pas se sentir comme un trophée ou une transaction. Il commença à trouver des raisons de l'appeler. Il s'enquérait des événements du centre, proposait son soutien, feignait même de s'intéresser aux actions communautaires locales, juste pour entendre sa voix. Ses assistants étaient déconcertés. Desmond ne donnait jamais suite aux demandes de charité. Mais Suzanne n'était pas comme les femmes que Desmond avait fréquentées auparavant. Il n'y avait pas de routine exigeante, pas d'exigence en matière de vacances ou de cadeaux de créateurs. Elle n'avait même pas de smartphone. Plus Desmond en apprenait sur elle, plus son esprit critique tentait de résister à l'attrait. Elle n'était pas de son monde. Elle ne parlait pas un jargon d'entreprise raffiné. Ses vêtements étaient simples et fonctionnels. Pourtant, ils revenaient sans cesse. Il y avait en elle quelque chose d'enracinant que son luxueux appartement en attique ne pouvait lui apporter, quelque chose de réel. Ce que Desmond interprétait comme un amour était moins de l'affection que de la possession. Il n'aimait pas Suzanne pour ce qu'elle était, il aimait la façon dont elle le faisait se sentir. En sa présence, il se sentait important, non pas à cause de sa richesse, mais parce qu'elle le voyait comme un être humain, et non comme une marque. Et c'était nouveau pour lui. Suzanne ne l'avait jamais idolâtré. En fait, elle le défiait parfois de manière subtile. Une fois, elle le corrigea lorsqu'il rejeta l'effort d'un bénévole. Une autre fois, elle lui rappela que la gentillesse était un choix, pas une faiblesse. La plupart des femmes que fréquentait Desmond se tenaient sur la pointe des pieds autour de lui, craignant de perturber l'équilibre. Mais Suzanne, si douce soit-elle, ne jouait pas à ce jeu. Elle n'était pas conflictuelle, mais elle n'était pas non plus soumise. Cette force silencieuse l'attirait comme la gravité. Alors, Desmond, l'homme qui avait jadis affirmé qu'il n'épouserait jamais une personne inférieure à sa classe, commença à comploter pour faire de Suzanne sa femme. Il se disait que ce n'était pas une question de sentiment, mais de logique. Elle était pure, préservée de la corruption, capable d'adoucir son image brutale auprès du public. Mais au fond, même Desmond savait que c'était plus qu'une simple image. Ses sentiments, bien que mal compris, étaient réels. Mais le problème était qu'il n'avait jamais pris le temps de comprendre les valeurs de Suzanne, ses rêves ou sa résilience. Il ne lui avait jamais demandé ce qu'elle attendait de la vie. Il ignorait les cicatrices qu'elle portait ni les prières qu'elle murmurait le soir. Il savait juste qu'il la désirait, et dans le monde de Desmond, vouloir quelque chose signifiait l'accepter, quel qu'en soit le prix. La demande en mariage s'est faite sans dîner aux chandelles, sans bouquet de roses et sans chaleureuse déclaration d'amour. Desmond, fidèle à sa nature froide et calculatrice, est entré au centre communautaire un après-midi, son chauffeur à la remorque et une enveloppe à la main. Suzanne était dans l'arrière-boutique en train de trier du matériel pour la mission médicale du week-end lorsqu'il l'appela. Elle en sortit, s'essuyant les mains sur son tablier, les sourcils levés en signe de surprise polie. « Desmond, tu es là tôt aujourd'hui, » dit-elle avec un sourire chaleureux. Il ne lui rendit pas son sourire. Au lieu de cela, il lui fit signe de s'asseoir, ce qu'elle fit, confuse mais calme. Puis, d'un ton aussi décontracté que celui qu'on emploie pour commander un café, il dit « Je veux que tu m'épouses. » La pièce tomba dans le silence. Pendant quelques secondes, Suzanne ne put que cligner des yeux. Aucune émotion, pas de sonnerie.
Juste ces 5 mots qui tombèrent comme une pierre froide entre eux. Suzanne rit doucement au début, croyant à une blague. Mais lorsqu'elle vit le sérieux sur son visage, son rire s'éteignit dans sa gorge. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle d'une voix douce mais prudente. Desmond se pencha et glissa l'enveloppe sur la table. J'y ai réfléchi. Tu es quelqu'un de bien, de réaliste. Je veux quelqu'un comme toi à mes côtés. Tu ne me feras pas honte. Ces mots semblaient transactionnels, et le cœur de Suzanne se serra. Ce n'était pas de l'amour. C'était pratique. Pourtant, quelque chose en elle hésitait. Peut-être était-ce la fatigue d'être seule, le désir de sécurité, ou l'espoir naïf que l'amour puisse grandir avec le temps. Elle ne répondit pas immédiatement, demandant plutôt quelques jours pour prier et réfléchir. Desmond acquiesça, mais il considérait déjà l'affaire comme conclue. Dans les jours qui suivirent, Suzanne pesa le pour et le contre, la sagesse de sa défunte grand-mère résonnant à ses oreilles. On lui avait toujours appris que les gens pouvaient changer et que l'amour exigeait parfois de la patience. Desmond n'était pas gentil, mais il n'était pas méchant, du moins c'est ce qu'elle pensait. Peut-être avait-il simplement besoin de quelqu'un pour lui rappeler ce qu'était la gentillesse. Peut-être pourrait-elle être la lumière dans ces ténèbres. Alors elle accepta, non pas par passion, mais parce qu'elle était convaincue que son cœur serein pouvait résister à la tempête. Desmond prit son acceptation comme une preuve de soumission. Il sourit pour la première fois depuis des jours, non pas parce qu'il était heureux, mais parce qu'il avait gagné. Il avait acquis quelque chose d'unique, et dans son esprit, posséder était synonyme de victoire. La nouvelle des fiançailles se répandit discrètement, sans grandes annonces ni tapages sur les réseaux sociaux, mais avec la discrétion que Desmond préférait. Il précisa que le mariage serait modeste, non par humilité, mais parce qu'il ne voyait pas l'intérêt de gaspiller des ressources pour une femme qu'il considérait comme inférieure à sa classe. « Faisons simple », avait-il dit à Suzanne d'un ton neutre. Inutile d'attirer inutilement l'attention. Suzanne hocha la tête, réprimant la douleur de ses mots. Bien qu'elle n'ait jamais rêvé d'un mariage extravagant, elle avait espéré une journée remplie de chaleur, de famille et de joie, une célébration de l'amour et de l'union. Mais Desmond abordait la planification comme s'il s'agissait d'une transaction, et non d'un engagement. Pas de discussion sur les couleurs ou les fleurs, pas de gestes romantiques, pas d'appel tard le soir pour discuter de ses rêves d'avenir. Juste de la logistique. Lieu, date, signature. Une liste de contrôle. Suzanne s'efforçait de rester reconnaissante. Elle se rappela que l'amour venait parfois discrètement, que la rigidité de Desmond n'était peut-être qu'une façon de s'exprimer. Elle prit en charge la plupart des préparatifs du mariage elle-même, cherchant un tailleur abordable pour coudre sa robe, qu'elle dessina avec de la dentelle douce et des manches longues, plus par pudeur que par goût du jour. Elle emprunta des bijoux à une vieille voisine et utilisa ses économies pour s'offrir un petit gâteau, refusant de demander à Desmond une somme qu'il ne voulait visiblement pas dépenser. Chaque fois qu'elle mentionnait un quelconque sujet lié au mariage, il la repoussait d'un air distrait. Il ne lui posait jamais de questions sur sa robe ni sur les vœux qu'elle écrivait avec un espoir tremblant. Pour lui, la cérémonie n'était qu'une case à cocher. La liste des invités était courte et partiale. Desmond n'avait invité que 2 de ses associés, tous deux surpris par son choix de marier. Suzanne avait invité sa tante et 2 cousines du village, qui arrivèrent les yeux écarquillés et les chaussures usées, s'efforçant de paraître présentables. Desmond les remarqua immédiatement et murmura « Tu ne trouverais personne de plus raffiné ?» Suzanne ravala sa douleur et reporta son attention sur la répétition de la chorale qu'elle avait organisée avec une église locale. Elle voulait que son mariage soit paisible, même si ce n'était pas le cas du marié. Elle chantait avec la chorale pendant les répétitions, les mélodies étant son seul échappatoire à la réalité de ce qui l'attendait. Elle priait constamment, demandant à Dieu de lui donner la force et d'adoucir le cœur de Desmond, persuadée que les vœux changeraient les choses. La veille du mariage, Suzanne était assise seule dans sa petite chambre, cousant la dernière perle sur le corsage de sa robe. Elle se regarda dans le miroir fissuré, incertaine d'être prête. Non pas par peur, mais à cause de l'incertitude qui la serrait comme une seconde peau. Elle avait entendu dire que l'amour grandit avec le temps. Peut-être, pensa-t-elle, le mariage serait le terreau où l'amour s'épanouirait. Peut-être Desmond changerait-il. Peut-être sa gentillesse ferait-elle ressortir la douceur qu'il avait enfouie. Les mains tremblantes, elle plia sa robe et la posa sur son lit, murmurant une prière. « Que ceci soit le début de quelque chose de bien », dit-elle doucement.
Mais devant sa fenêtre, le vent hurlait, et quelque part dans la ville, Desmond leva son verre, non par anticipation, mais par agacement d'avoir à endurer quelque chose qu'il regrettait déjà. Le mariage était prévu, mais l'amour manquait encore au scénario. Le mariage eut lieu un samedi matin nuageux, calme et sans célébration. Pas de décoration grandiose, pas de caméra bourdonnante, pas de foule d'amis ou de familles envahissant la salle. Desmond avait clairement indiqué dès le début qu'il ne souhaitait ni bruit ni spectacle, juste une simple cérémonie officielle pour officialiser ce qu'il considérait déjà comme un chapitre clos. L'église était modeste, avec des bancs vieillissants et des vitraux décolorés. Suzanne arriva tôt, vêtue d'une robe blanche simple qu'elle avait cousue de ses propres mains. Ses cheveux étaient soigneusement tirés en arrière. Dans ses mains, elle tenait une petite Bible, abîmée par des années de prière silencieuses. Elle était assise en silence sur le premier banc, attendant celui qui allait devenir son époux. Desmond arriva avec 20 minutes de retard, vêtu d'un costume gris sur mesure et avec une expression qui laissait entendre qu'il avait des choses plus importantes à faire. Son chauffeur le suivait, portant une boîte contenant les alliances et quelques papiers. Il n'y avait ni témoin, ni demoiselle d'honneur, ni famille du côté de Desmond. La tante de Suzanne et 2 cousines occupaient une seule rangée à l'arrière. Ils regardèrent la cérémonie commencer, brève et solennelle. Le pasteur officiant lut les vœux avec douceur, marquant une pause après chaque ligne. Desmond les récita sans émotion, tandis que la voix de Suzanne tremblait lorsqu'elle répéta la sienne, plus d'espoir que de nervosité. Il n'y eut pas de baiser, juste une poignée de main, maquillée comme un moment d'union. Après les derniers mots, vous pouvez maintenant échanger vos alliances. Suzanne se tourna légèrement vers Desmond, cherchant la douceur dans son regard. Mais il lui glissa la bague au doigt comme un homme d'affaires concluant une affaire, et elle fit de même. L'assemblée de 7 personnes applaudit doucement. Desmond se retourna pour s'engager dans l'allée avant même que le pasteur ait terminé sa bénédiction. Suzanne suivait, le cœur incertain, mais plein d'espoir. Elle avait prié pour ce jour pendant des mois. Il était maintenant là, scellé par des vœux, sous le regard du ciel. Et pourtant, cela ressemblait plus à une transaction qu'à un début. La voiture qui les emmenait de l'église était silencieuse. Desmond était assis sur la banquette arrière, parcourant les pages de son téléphone. Suzanne, toujours en robe de mariée, regardait par la fenêtre les immeubles défiler. Elle serrait son bouquet plus fort. Personne ne parlait. Aucune musique. Il n'y avait ni réception, ni rire, ni célébration. Juste le silence. Et c'est ainsi que Suzanne Daniels devint Suzanne Taylor, non pas par joie, ni par romantisme, mais avec le poids tranquille de la réalité qui pesait lourdement sur ses épaules. Le mariage était terminé. Le mariage avait commencé. Et Suzanne n'avait aucune idée de ce qui l'attendait au-delà des grilles de fer du manoir de Desmond. Les premiers mois de son mariage furent marqués par le silence, la distance émotionnelle et l'espoir discret que quelque chose finirait par changer. Malgré la froideur de Desmond, Suzanne s'accrochait à la promesse de l'amour, persuadée que le temps pouvait faire fondre même les cœurs les plus endurcis. Alors, lorsqu'elle a eu un retard de règles et qu'un test de grossesse a confirmé ses espoirs, son cœur s'est illuminé de joie. Elle imaginait un avenir avec un enfant qui comblerait le fossé émotionnel entre elle et son mari. Ce soir-là, elle a préparé un petit repas, a joliment dressé la table et a attendu le retour de Desmond. Mais lorsqu'elle lui annonça la nouvelle avec un sourire hésitant, il ne réagit pas comme elle l'espérait. Au lieu de cela, il leva à peine les yeux de son téléphone et murmura « J'espère que tu pourras le porter cette fois », avant de s'éloigner. Ces mots la blessèrent, mais Suzanne choisit de se concentrer sur la vie qui grandissait en elle. Elle suivit scrupuleusement les instructions du médecin, se reposa autant que possible et pria pour son ventre chaque soir. Mais cela ne dura pas. 9 semaines seulement après le début du traitement, elle se réveilla un matin avec une vive douleur au bas-ventre. Le sang coulait à flots, et la panique se transforma rapidement en désespoir. À l'hôpital, le médecin confirma sa pire crainte, elle avait perdu son bébé. Lorsque l'infirmière lui demanda si son mari la rejoindrait, Suzanne ne répondit rien. Desmond ne l'avait même pas accompagnée. Il avait envoyé le chauffeur, prétextant une réunion du conseil d'administration à ne pas manquer. Alors que Suzanne était allongée dans son lit d'hôpital, les yeux fixés au plafond à travers un voile de larmes, elle réalisa qu'elle était complètement seule. Les mois passèrent et, après avoir pris le temps de se rétablir physiquement, Suzanne tomba à nouveau enceinte.
Cette fois, elle garda la nouvelle pour elle un moment, attendant le bon moment pour l'annoncer à Desmond. Mais lorsqu'elle le fit enfin, sa réponse fut teintée de moquerie. « Tu crois que celui-là survivra » ricana-t-il. La douleur était indescriptible, mais Suzanne essayait de garder espoir. Elle redoubla d'efforts, se rendant aux visites prénatales, évitant le stress et priant constamment. Mais une fois de plus, son corps la trahit. La deuxième fausse couche survint soudainement, sans prévenir, la laissant recroquevillée sur le sol de la salle de bain, agonisante. Desmond n'appela même pas d'ambulance. Il s'avança devant le sang et la douleur avec un détachement froid, lui disant de se nettoyer, car le personnel de la maison n'avait pas besoin de voir un tel désordre. Suzanne fit 2 autres fausses couches en l'espace d'1 an. Chacune lui ôta un peu plus de courage, une petite partie de sa force. Les médecins lui ont finalement expliqué que ces pertes répétées pouvaient être dues au stress et à un traumatisme sous-jacent et qu'elle avait besoin de repos, d'amour et de stabilité pour avoir une chance. Mais Suzanne n'avait pas ce luxe. Au lieu de cela, elle a dû endurer le mépris. Les insultes de Desmond se firent plus fréquentes. « Tu es maudite », lui dit-il un jour, lors d'une vive dispute. « Dieu doit te punir pour quelque chose. » Suzanne plairait seule la plupart des nuits, serrant son oreiller comme si c'était l'enfant qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de tenir dans ses bras. Son cœur souffrait non seulement de la perte de ses bébés, mais aussi de la perte de l'homme qu'elle avait espéré que Desmond deviendrait. Pourtant, elle restait fidèle, patiente et se brisait en silence. Le peu de tolérance que Desmond avait pour Suzanne disparut complètement après la 4e fausse couche. Il ne la considérait plus comme une épouse, ni même comme une femme. Pour lui, elle était devenue un fardeau, un rappel constant d'échecs et de déceptions. Il cessa de lui parler, sauf pour l'insulter ou lui imposer des exigences. Leurs repas ensemble devinrent inexistants. Il commença à prendre son dîner, ses études ou à sortir avec des collègues, laissant Suzanne seule à la longue table soir après soir. La maison, bien que majestueuse et élégante, résonnait de vide. Suzanne errait dans les couloirs comme un fantôme, incertaine de sa place dans ce manoir qui ne lui donnait jamais l'impression d'être chez elle. Chaque porte qu'elle ouvrait lui semblait plus froide que la précédente. Chaque regard que Desmond lui lançait était empreint de mépris. Il s'était mis à dormir dans la chambre d'amis sans explication. Suzanne lui avait demandé un jour s'il voulait parler, mais il l'avait repoussé d'un geste de la main en disant « Je ne partage pas mon lit avec des ratés. » Les mots flottaient dans l'air comme du poison. Elle ne reconnaissait pas l'homme qu'elle avait épousé, mais peut-être ne l'avait-elle jamais vraiment connu. Desmond commença à rentrer tard, rentrant souvent après minuit. Parfois, il rentrait ivre. D'autres fois, il ne rentrait pas du tout. Suzanne attendait, inquiète, espérant qu'il était sain et sauf. Mais lorsqu'il franchissait la porte, c'était comme si elle n'existait plus. Si elle essayait de l'approcher, il la repoussait d'un ricanement ou d'une voix forte. L'homme qui la poursuivait autrefois avec tant d'agressivité la traitait désormais comme si elle était invisible. Suzanne a continué à essayer. Elle lui préparait ses plats préférés. Elle laissait des notes manuscrites sur son bureau avec de doux rappels, comme « Dieu a encore un plan pour nous ». Elle repassait ses vêtements avec soin, priait pour lui chaque soir et allumait des bougies dans la chapelle près de leur maison. Mais rien ne l'attendrissait. Il se moquait de ses prières, lui disant qu'elle devrait prier pour un nouveau foyer plutôt que pour des miracles. Sa croix et s'accentua. Il commença à raconter qu'elle avait un passé jalonné d'avortements, qu'il l'avait épousée par pitié. Les rumeurs se répandirent, et Suzanne commença à ressentir le poids du jugement public. Ses amis de l'Église l'évitaient. Ses vieilles connaissances cessèrent de la contacter. Elle était seule, non seulement dans son mariage, mais aussi dans le monde. Le poids émotionnel l'écrasa. Suzanne commença à maigrir, ses yeux s'enfoncèrent plus profondément dans leurs orbites, et son éclat autrefois vibrant s'estompa sous l'ombre du désespoir. Mais elle n'éleva jamais la voix, ne l'insulta jamais, ne se vengea jamais. Au lieu de cela, elle murmurait sa douleur dans ses oreillers, notait ses pensées dans des carnets cachés et espérait, contre toute attente, que ce n'était qu'une phase. Que peut-être un jour, Desmond redeviendrait l'homme qu'elle imaginait. C'était un vendredi soir au prestigieux Hilton Royal, le genre d'endroit où la richesse ne murmurait pas, mais rugissait. Desmond était arrivé vêtu de l'un de ses plus beaux smokings, taillé à la perfection, ses chaussures si cirées qu'elles reflétaient les lumières dorées du lustre.
Le sommet de l'investissement battait son plein, rempli d'entrepreneurs influents, de politiciens et de célébrités qui sirotaient nonchalamment du champagne tandis que les affaires étaient discutées comme des potins. Desmond, toujours alerte dans ce genre de situation, se déplaçait dans la salle avec une grâce calculée, saluant les visages familiers et ignorant les inconnus. Mais alors qu'il se dirigeait vers le grand salon près du bar, son regard se posa sur une personne qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle se tenait près du comptoir de marbre, riant doucement d'une remarque d'un homme à côté d'elle. Sa robe était saisissante, d'un rouge écarlate profond, avec une fente qui exprimait la confiance, non le désespoir. Sa peau rayonnait de la douceur de la mélanine caressée par une lotion onctueuse, et ses cheveux flottaient en vagues qui encadraient son visage avec une précision royale. Elle portait un pendentif en diamant qui scintillait à chaque mouvement subtil. Mais ce ne furent ni la robe, ni les bijoux, ni la coiffure qui firent s'arrêter Desmond, mais sa présence. Même dans une pièce remplie d'élégance et de bruit, elle se détachait comme un projecteur dans l'obscurité. Il ignorait son nom. Il ignorait son histoire. Mais à cet instant, sa curiosité devint trop vive pour être ignorée. Desmond ralentit le pas, surpris par son magnétisme naturel. Il s'assit à l'autre bout de la pièce, faisant semblant de consulter son téléphone, mais son regard se posait sans cesse sur elle. Il y avait une assurance dans son maintien, une assurance qui ne demandait l'approbation de personne. Elle n'était pas bruyante, mais elle n'était pas invisible non plus. Elle savait qu'on l'observait, et elle ne s'en détournait pas. Les yeux de Desmond se plissèrent, son instinct d'homme d'affaires s'éveillant. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui était simplement là pour discuter, mais de quelqu'un qui avait sa place. Pour un homme comme Desmond, habitué aux femmes qui le flattaient, l'attrait de quelqu'un qui ne l'avait même pas regardé devenait irrésistible. Pourtant, il ne s'approcha pas. Pas encore. C'était un homme de stratégie, et quelque chose lui disait que cette femme ne se laisserait pas séduire par le charme ou l'arrogance. Alors, il observa simplement la façon dont elle secouait ses cheveux, la courbe de son sourire, la façon contrôlée dont elle inclinait son verre après chaque gorgée. Ce n'était qu'un regard, un instant, une rencontre fugace, mais c'était suffisant. Desmond ne savait pas qui elle était. Mais après cette nuit-là, il ne pourrait plus l'oublier. Son image resta gravée en lui longtemps après la fin de l'événement, longtemps après son retour à son manoir et le silence de l'absence de Suzanne qui l'enveloppa à nouveau. Quelque chose avait changé. Il ne connaissait pas encore son nom, mais il le saurait bientôt. Les jours passèrent, mais l'image de la femme en robe rouge hantait Desmond comme un parfum qui persistait longtemps après le départ de celui qui la portait. Il ne lui avait même pas adressé la parole, n'avait pas entendu sa voix. Mais le souvenir de son élégance s'accrochait à lui avec une ténacité troublante. Lors des réunions, son esprit s'égarait. La nuit, il restait allongé dans son lit, au bord du silence, les yeux rivés au plafond, revoyant chaque détail de cette nuit, la courbe de ses lèvres, le calme et la défiance de sa posture, la subtile assurance de sa démarche. Il ignorait son nom, et pourtant elle avait occupé son esprit plus en 3 jours que Suzanne en 3 ans. Ce n'était pas encore de l'amour, c'était une obsession, mais Desmond confondait les deux. Il croyait que son obsession, son désir de la revoir, était de la passion. Cela l'enchantait comme jamais auparavant, ni le succès, ni l'argent, ni le pouvoir. Desmond s'enquit discrètement de son entourage. Son influence lui permettait de retrouver facilement des visages et des noms. Quelques jours plus tard, il apprit qu'elle s'appelait Rita Benjamin, une étoile montante du secteur technologique, du moins c'est ce qu'elle prétendait. Elle avait abordé l'IA et l'innovation lors d'une table ronde, un sujet que Desmond avait à peine remarqué lors du sommet. Mais fort de cette information, il organisa une rencontre informelle. Ce n'était pas difficile. Il organisa une soirée technique, l'ajouta à la liste des invités et s'assura que ses assistants s'arrangent pour qu'ils se croisent sans que cela paraisse délibéré. Lorsqu'elle entra enfin dans la pièce, vêtue cette fois d'une élégante robe noire, la poitrine de Desmond se serra. Au début, elle ne se souvenait pas de lui, ou peut-être faisait-elle semblant. Mais en quelques minutes, ils se parlaient. Sa voix était riche, maîtrisée, assurée. Ses compliments étaient subtils mais intentionnels. Desmond était captivé. Leur première conversation dura près d'1 heure. Il lui demanda quelles étaient ses idées commerciales. Elle louait son héritage, lui disait admirer son ascension au pouvoir et riait de ses remarques spirituelles comme des perles. Desmond,
privé d'attention et de soutien à la maison, savourait chaque mot. Rita savait parfaitement se modérer, ni trop enthousiaste, ni trop réservée. Elle quitta la soirée plus tôt que prévu, juste avant que Desmond puisse lui demander son numéro. Cela le rendit fou. Lorsqu'elle répondit à l'invitation de ses assistants à déjeuner 3 jours plus tard, il imaginait déjà à quoi ressemblerait leur vie ensemble. La différence entre Suzanne et Rita était comparable à celle entre le silence et la musique. Rita lui donnait le sentiment d'être vue, célébrée et respectée. Elle lui donnait le sentiment d'être un homme. Ce sentiment est devenu addictif. En quelques semaines, Desmond passait plus de temps avec Rita qu'à la maison. Les dîners d'affaires se sont transformés en apéros tardifs, puis en week-end dans des villas privées. Il commença à lui offrir des cadeaux, des montres, des sacs à main, et même un appartement. Suzanne ne lui demandait même plus où il allait. Elle était devenue un élément de décor, un visage flou dans son univers soigneusement organisé. Rita, en revanche, représentait tout ce qu'il projetait sur le mot « parfait ». Elle était son trophée, son secret, sa distraction. Et peu à peu, sans même s'en rendre compte, Desmond commença à lui donner bien plus que son temps et son argent. Il lui a accordé sa confiance. Il a baissé sa garde. Et ce faisant, il a, sans le savoir, remis à Rita les clés de tout ce pour quoi il avait travaillé. Elle n'allait pas tarder à en profiter pleinement. Desmond était assis dans son bureau lorsque l'invitation arriva, une élégante enveloppe noire scellée, ornée d'une bordure dorée. Elle provenait directement du conseil d'administration de West African Elite Investor, une prestigieuse coalition de magnats des affaires et de familles prestigieuses que Desmond cherchait à infiltrer depuis des années. Son nom était enfin parmi les finalistes, et ce gala était l'épreuve ultime, un rassemblement réservé aux hommes dont le nom était porteur de pouvoir, de richesse et d'héritage. Il parcourut l'invitation du regard, l'excitation montant dans sa poitrine tandis qu'il imaginait les possibilités. Milliardaires, actionnaires de la famille royale, investisseurs internationaux, tous réunis dans une même salle. Une poignée de mains par-ci, un verre par-là, et le niveau supérieur de son empire pouvait être débloqué. Mais lorsqu'il atteignit la dernière ligne, l'excitation s'apaisa, présence du conjoint requise. Aucune exception. Desmond relut cette phrase plusieurs fois. Épouse. Ce n'était pas seulement une préférence, c'était une condition. Le gala n'était pas destiné aux célibataires ou aux hommes en couple. Il visait à mettre en valeur non seulement le sens des affaires, mais aussi la force familiale. Une épouse était synonyme de stabilité, de discipline et de classe. Le comité estimait qu'un homme incapable de gérer un foyer n'avait pas le droit de gérer des milliards. Et c'est là que résidait le problème. La véritable épouse de Desmond était Suzanne, la femme réservée qu'il avait appris à mépriser. Celle qu'il accusait de tous ses échecs personnels. Celle qu'il ignorait dans son manoir tout en offrant des cadeaux à Rita. Il ne pouvait pas amener Rita. Ce serait un scandale. Cela révélerait tout. Il serra les dents et fixa l'invitation comme si elle l'avait insulté. Il envisagea un instant de décliner. Mais le prix était trop élevé. Ce gala n'était pas facultatif. Ses concurrents seraient là. Chaque poignée de main manquée était une porte fermée. Il prit donc la décision qui le blessa le plus dans son orgueil depuis des années. Il partirait avec Suzanne. Mais non sans amertume. L'idée de se tenir à ses côtés, de la présenter comme sa femme à des hommes puissants, lui retournait l'estomac. Dans son esprit, elle n'était pas digne d'être vue. Elle ne ressemblait pas à la femme d'un milliardaire. Elle ne s'habillait pas comme telle, ne parlait pas comme telle, ni ne se déplaçait comme telle. Elle sent la pauvreté, murmura-t-il à voix haute en jetant l'invitation sur son bureau. La simple idée de la présenter à l'élite le faisait se sentir petit. Il détestait cette idée, mais l'orgueil et l'ambition l'emportaient sur la haine. Il devait faire ce sacrifice. Cette nuit-là, Desmond s'allongea auprès de Suzanne pour la première fois depuis des semaines. Elle s'était déjà endormie, sa Bible ouverte à côté d'elle sur la table de nuit. Il la regarda longuement, non pas avec amour, mais avec dédain. Il vit ses traits doux, l'innocence de son sommeil, et cela le dégoûta. Pour lui, elle n'était pas une épouse, mais un obstacle déguisé en femme. Il l'emmènerait au gala, certes, mais il ne lui laisserait pas oublier à quel point elle était un fardeau. Un plan commença à germer dans son esprit. S'il devait endurer l'embarras de sa présence, il le contrebalancerait par de l'amusement. Il transformerait la lumière en arme. Et Suzanne, inconsciente de la tempête qui s'amoncelait au-dessus d'elle,
dormait paisiblement, reconnaissante qu'il soit enfin rentré tôt pour une fois. Plus la date du gala approchait, plus l'irritation de Desmond grandissait. Chaque jour qui passait lui rappelait qu'il devrait entrer dans le plus grand palais du pouvoir, non pas avec l'éblouissante et séduisante Rita à son bras, mais avec Suzanne, la femme qu'il tenait pour responsable de ses déceptions. Il imaginait déjà les regards des autres hommes, les murmures derrière les verres de vin, les regards critiques scrutant la robe modeste et l'attitude simple de Suzanne. Cela rongeait sa fierté. Pour Desmond, le gala n'était pas un événement comme les autres, c'était sa scène. Une occasion de consolider sa place parmi l'élite la plus fortunée. Il ne supportait pas l'idée d'être éclipsé ou moqué, surtout pas à cause de la femme qu'il avait épousée. Alors, il commença à comploter, non pas une entrée gracieuse, ni une soirée tranquille, mais un spectacle public aux dépens de Suzanne. Au début, il n'a pas partagé les détails de l'événement avec Suzanne. Il lui a simplement dit qu'elle devait être disponible à cette date et avoir une apparence présentable. Sans suggestion, sans chaleur. Mais dans son esprit, il savait déjà ce qu'il allait faire. L'humiliation serait subtile au début, des remarques désobligeantes déguisées en plaisanterie, des piques subtiles lors des présentations. Ensuite, il prévoyait de prendre le micro lors du toast du soir et de dire quelque chose d'inoubliable, de cruel, d'humiliant. Il croyait que l'assemblée rirait avec lui, et non de lui. Qu'en se moquant de sa femme, il paraîtrait audacieux, drôle, et même attachant aux hommes puissants qui l'entouraient. Il justifiait cela par la nécessité, une façon de rappeler au monde qu'il n'était pas accablé par sa petitesse. Mais sous cette arrogance se cachait quelque chose de plus sombre, un homme cherchant désespérément à imposer sa puissance à tout prix. Desmond consulta même Rita sur son plan, sans toutefois le détailler. Devant un verre de vin et une suite faiblement éclairée, il rit et dit « Je dois emmener ma femme à cet événement. Mais je veillerai à ce qu'elle ne gâche pas tout. » Rita sourit, les yeux brillants d'approbation. « Alors, qu'il fasse en sorte que ça en vaille la peine, ronronna-t-elle. Ce soir-là, Desmond rédigea le toast qu'il allait prononcer. Il était teinté de sarcasme et ruisselait de mépris. Il s'y exerça devant le miroir, ajustant ses expressions et son ton pour trouver le parfait équilibre entre moquerie et charme. Il répétait des répliques qui feraient rire tout en piquant Suzanne jusqu'à l'os. « Si je dois lui apporter ses cadeaux, se dit-il, alors je ferai en sorte que tout le monde sache combien je lui ai rendu service en l'épousant. » Pour lui, ce n'était pas de la cruauté, c'était du contrôle. Pendant ce temps, Suzanne ignorait ce qui l'attendait. Elle se préparait discrètement pour le gala, honorée que Desmond lui ait enfin demandé de l'accompagner à un événement. Elle y voyait l'occasion de réparer ce qui avait été brisé, de lui rappeler qu'elle était toujours à ses côtés, toujours prête à essayer. Elle emprunta une robe d'occasion à une amie à l'église, se coiffa de boucles délicates et passa un après-midi à s'entraîner à marcher et à sourire avec assurance. Au fond d'elle, elle croyait que ce gala pourrait marquer un tournant. Que peut-être, si Desmond l'emmenait avec lui, cela signifiait qu'il était prêt à recommencer. Elle ignorait la vérité. Elle ignorait que l'homme qu'elle aimait avait aiguisé sa langue comme un poignard, prêt à la transpercer de sa dignité dans une pièce pleine d'inconnus. Et qu'une fois prononcées, ses paroles résonneraient bien au-delà de cette nuit-là. Le soleil matinal se levait doucement sur l'horizon de la ville, projetant une teinte dorée sur les toits et réveillant les rues en contrebas. Ce n'était pas une journée ordinaire. Dans la maison de Desmond, une tension sourde régnait sous la surface. Le gala, prévu depuis des semaines, était enfin arrivé. C'était l'événement de l'année, un rassemblement exclusif des magnats des affaires les plus riches et les plus influents du continent. Chaque détail de la soirée avait été calculé, chaque attente avait été fixée. La salle majestueuse avait déjà été décorée à la perfection, les médias avaient été informés et la sécurité renforcée. Ce jour-là n'était pas comme les autres. C'était celui que Desmond avait imaginé comme le couronnement de sa carrière. Et voilà, c'était arrivé. Suzanne se leva tôt, comme toujours, et ouvrit les rideaux pour laisser la lumière matinale se répandre dans la pièce. L'air lui semblait plus lourd que d'habitude, sans qu'elle puisse expliquer pourquoi. Elle savait que ce jour était important. Son mari le lui avait dit. Elle avait discrètement préparé la robe simple qu'elle comptait porter et l'avait soigneusement repassée en attendant. Mais elle ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle était censée accompagner Desmond quelque part, et que ce lieu comptait pour lui. Il n'y eut aucun échange de mots doux, aucun geste chaleureux.
juste la conscience silencieuse que quelque chose d'important se profilait à l'horizon. Desmond parla à peine ce matin-là. Il vaquait à ses occupations avec une précision chirurgicale, répondant aux appels, envoyant des courriels, ajustant son costume avec son tailleur et finalisant la logistique avec son assistant. Le personnel de maison s'activait rapidement mais silencieusement, percevant son humeur et sachant qu'il valait mieux ne pas l'interrompre. Tout devait se dérouler parfaitement. Aujourd'hui, il n'était pas question d'émotion ni de relation. Il s'agissait d'images. Des dominations. De gravir un échelon supplémentaire sur l'échelle du pouvoir. Et pour Desmond, rien, pas même sa femme, ne pouvait contrecarrer cette image. Il n'avait pas besoin d'amour. Il avait besoin de perfection. Et cette journée devait être parfaite, se sentir parfaite et se terminer à sa façon. Alors que le soleil baissait dans le ciel et que la poussière commençait à retomber sur la ville, l'heure du gala approchait. Le décor était planté, la liste des invités confirmée, et le moment était enfin venu. Les chauffeurs attendaient dehors, leurs voitures de luxe rutilantes, les caméras étaient positionnées et les lumières de la ville scintillaient d'impatience. À l'intérieur de la demeure du tailleur, les vêtements étaient disposés, les chaussures cirées et les dernières touches étaient apportées. L'attente était terminée. Le jour J était arrivé. Alors que le gala atteignait son apogée, la salle bourdonnait de conversations, de rires et de tintements de verre. L'atmosphère était imprégnée d'un parfum de vieille fortune, et l'air était empreint d'influence. Parmi les dizaines de personnalités présentes, Samuel Kingsley, l'un des milliardaires les plus puissants et pourtant les plus discrets de la salle, était assis. Réservé et observateur, Samuel n'était pas du genre à courir après la lumière. Il était assis au bord de la scène, scrutant la salle avec l'attention discrète d'un homme qui voit tout, mais ne dit rien. C'est alors qu'il la remarqua, Suzanne. Elle se tenait à quelques pas derrière Desmond, la tête légèrement penchée, sa robe émeraude flottant doucement autour d'elle comme de l'eau. Elle n'exigeait pas l'attention, mais elle dégageait une grâce tranquille qui fit s'arrêter Samuel. Il la regarda s'efforcer de sourire lorsqu'on la présentait aux autres, la voir ajuster nerveusement l'ourlet de sa robe. Il remarqua son malaise, sa douceur, et surtout, la façon dont Desmond l'ignorait complètement, comme si elle n'avait aucune importance. Les sourcils de Samuel se froncèrent légèrement. Il avait rencontré de nombreuses femmes dans ce monde, certaines audacieuses, d'autres fausses, beaucoup tapageuses, mais celle-là était différente. Elle ne semblait pas appartenir à ce groupe de femmes parfaites et raffinées, non pas parce qu'elle était inférieure, mais parce qu'elle était authentique. Il y avait une innocence dans ses yeux, l'aura d'une personne profondément blessée, mais qui se tenait debout avec une force tranquille. Un instant, il envisagea de s'approcher d'elle, de la saluer, d'entamer la conversation. Mais quelqu'un se pencha et murmura, « C'est la femme de Desmond. Elle est un fardeau depuis des années. » Cette phrase fit s'arrêter Samuel. Il jeta un coup d'œil à Desmond, qui riait, en train de tenir une audience avec un groupe d'investisseurs étrangers, puis de nouveau à Suzanne. Il ne voulait pas franchir les limites. Il ne voulait pas paraître irrespectueux. Mais son cœur se serra en la voyant se tenir au milieu d'une telle opulence, complètement seule. Elle ne toucha pas à son vin. Elle ne parlait pas, sauf si on lui adressait la parole. Elle se tenait simplement là, telle une ombre accrochée au flanc de Desmond. Pourtant, Samuel ne disait rien. Il respectait les limites du mariage, même si celui-ci semblait brisé. Au lieu de cela, il se fit une raison. Si jamais il la revoyait hors de cette arène, il ne la quitterait pas une seconde fois. Non pas par désir, mais par quelque chose de plus profond, l'empathie. De retour dans son coin, Suzanne sentit les regards. Certains la regardaient avec pitié, d'autres avec moquerie. Mais elle gardait une posture droite, une expression douce. Elle avait prié avant de venir, demandant à Dieu de l'aider à faire bonne impression pour Desmond. Mais même maintenant, elle percevait les murmures, les regards critiques, la façon dont Desmond s'éloignait toujours plus. Elle remarqua un homme, Samuel, qui la regardait aussi. Mais lorsque leurs regards se croisèrent, il baissa simplement les yeux et se détourna. Elle ne pouvait pas le lui reprocher. Après tout, que pourrait bien vouloir un homme comme lui avec quelqu'un comme elle? Elle prit une grande inspiration et rajusta sa robe. Ce qu'elle ignorait, c'est que son silence avait déjà marqué un homme qui ne remarquait presque personne. Le gala avait atteint son paroxysme. Un quatuor à cordes jouait doucement en arrière-plan, les serveurs se déplaçaient comme des ombres avec des plateaux de champagne,
et une chaude teinte dorée baignait la salle de bal grâce au lustre qui la surplombait. Desmond se tenait au centre de l'attention, profitant de l'attention qu'il estimait méritée. Son rire résonnait tandis qu'il passait d'un groupe à l'autre, serrant des mains, lançant des plaisanteries pertinentes et renforçant son image d'homme d'envergure. Puis vint le moment tant attendu, le toast. L'animateur annonça que quelques personnalités influentes prononceraient de brefs discours. Desmond était l'une d'elles. C'était la scène pour laquelle il s'était préparé, le moment où il avait répété devant son miroir. Plein d'orgueil et de cruauté à chaque souffle, il s'approcha de la scène, coupe de champagne à la main. La foule applaudit poliment lorsque Desmond prit le micro. Il a bien commencé son discours, vantant la soirée, la vision du groupe d'élite et les efforts de l'hôte. Des rires ont suivi quelques plaisanteries légères sur les défis commerciaux et les tendances du marché. Les participants s'amusaient. Puis, avec un sourire narquois, il dit « Et maintenant, permettez-moi de vous présenter quelqu'un de très spécial. » Les têtes se tournèrent et Suzanne, debout, maladroitement, dans un coin, se redressa. L'espace d'un instant, elle crut qu'il la reconnaissait enfin. Son cœur palpita, juste un petit peu. « Voici la femme que j'ai épousée. » Continua Desmond. Ma femme, celui pour lequel il disait que je m'étais contenté. Et peut-être que oui. La salle rit légèrement, incertaine de sa destination. Susan sentit essay, poitrine essay serrer. Elle sent le cadavre, dit ensuite Desmond d'une voix claire et moqueuse. Vous savez, parfois, je rentre à la maison et j'ai vraiment l'impression d'être entré dans une morgue. Pas de vie, pas d'excitation, pas de but. Mais bon, le mariage est un sacrifice. Non? Les rires s'arrêtèrent. L'air devint lourd de gêne. Les vers se figèrent en plein vol. Même la musique semblait perdre son rythme. Les yeux de Suzanne s'écarquillèrent. L'espace d'une seconde, elle crut l'avoir mal entendu. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Elle resta immobile, les bras autour de son ventre comme pour se protéger des coups de poignard humiliants qui venaient de lui être infligés. Desmond, inconscient ou indifférent au changement d'atmosphère dans la pièce, esquissa un sourire narquois et leva son verre. Aux affaires, au pouvoir. Et de savoir à quoi ressemble un point mort quand il marche à vos côtés. Le silence suivit. Puis un lent et maladroit murmure d'inconfort traversa la foule. Quelques personnes esquissèrent un petit rire nerveux, mais la plupart baissèrent les yeux, gênés pour Suzanne. Samuel Kingsley plissa les yeux et serra les mâchoires. L'insulte n'était pas seulement cruelle, elle était inhumaine. Et pourtant, Suzanne n'a pas pleuré. Elle n'a pas couru. Pas immédiatement. Elle resta figée quelques secondes, luttant contre une tempête d'émotions. Hate, rage, chagrin, confusion. Lentement, elle se retourna et commença à sortir du couloir. Sa vision se brouilla tandis que des larmes coulaient, mais ses pas étaient assurés. Desmond ne la suivit pas. Il avait donné son moment, grisé par son ego et aveugle aux conséquences. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'en l'humiliant, il avait mis le feu à son propre avenir. La salle ne l'oublierait pas. Le monde qui observait la scène dans l'ombre non plus. Et certainement pas Suzanne. Suzanne ne s'arrêta pas avant d'être loin de la splendeur de la salle de bal. Dehors, l'air nocturne lui frappait le visage comme une gifle, froide et impitoyable. Ses talons claquèrent sur les marches de marbre tandis qu'elle passait d'un pas rapide devant le valet, ignorant les regards curieux et les murmures des agents de sécurité qui l'avaient vue sortir en larmes. Elle ne regarda pas en arrière, pas vers le bâtiment, pas à la vie qu'elle laissait derrière elle. Son cœur battait avec un mélange de douleur et de lucidité soudaine. Pendant des années, elle avait enduré la cruauté de Desmond, pensant que le mariage signifiait la soumission, que Dieu réparait ce qu'elle ne pouvait contrôler. Mais ce soir-là, quelque chose en elle s'est brisé. Ce n'était pas seulement l'insulte. C'était la prise de conscience qu'elle s'était laissée réduire à néant, devant une foule qui reverrait ce moment en murmures et en railleries pendant des semaines. Elle ne rentra pas chez elle ce soir-là. Elle prit un taxi jusqu'à une petite maison d'hôte non loin de la périphérie de la ville, où sa tante avait séjourné lors d'un réveil religieux. Là, elle réserva une chambre, s'assit au bord du lit et laissa enfin couler ses larmes. Elle pleurait sa dignité perdue, les bébés qu'elle avait portés et perdus en silence, car chaque matin elle avait prié pour que Desmond l'aime. Ses larmes séchées, Suzanne se leva lentement et se regarda dans le miroir. Son maquillage était taché, sa robe froissée, son cœur brisé, mais son esprit était revenu. Pour la première fois depuis des années,
elle ressentit quelque chose de plus fort que la peur, la détermination. Elle prit son téléphone et passa un appel. Le lendemain matin, un avocat la retrouva dans le hall, une pile de documents à la main. Desmond rentra tard, à moitié ivre et inconscient. Il supposa que Suzanne boudait quelque part dans la maison, trop faible pour parler, trop gênée pour partir. Ne la voyant pas dans la chambre, il haussa les épaules. Le lendemain, à midi, on frappa à sa porte. L'avocat resta immobile, serviette à la main, et tendit l'enveloppe au garde. Desmond était encore en peignoir lorsqu'il l'ouvrit. « Demande de divorce » pouvait-on lire en première page. Ses yeux s'écarquillèrent, une lueur d'incrédulité traversa son visage. Il feuilleta les documents avec irritation, puis rage. « Elle est sérieuse » aboya-t-il. « Après tout ce que j'ai fait pour elle ?» Mais au fond, il le savait. Cette humiliation de gala avait été le dernier clou dans le cercueil qu'il construisait depuis des années. Et maintenant, la femme qu'il croyait trop timide pour partir s'éloignait la tête haute. Rita arriva plus tard dans la journée. Quand Desmond lui parla des papiers du divorce, elle rit et applaudit. « Enfin, » dit-elle en le prenant dans ses bras. « Maintenant, nous pouvons être libres. » Desmond sourit, persuadé d'avoir gagné. Pour lui, le départ de Suzanne n'était pas une perte, mais une libération. Ils sortirent ce soir-là pour fêter ça dans un bar chic sur un toit, trinquant à l'avenir. « Elle te retenait » murmura Rita en l'embrassant sur la joue. Desmond hocha la tête, inconscient que la situation avait déjà commencé à changer. Ce qu'il croyait être la liberté marquait le début de sa chute. Les médias avaient commencé à évoquer le scandale du toast. Les milliardaires échangeaient déjà des regards inquiets. Et cette femme qu'il considérait comme une misère, elle était sur le point de s'élever au-delà de ses espérances. Les retombées du gala commencèrent discrètement. Au début, Desmond ne remarqua rien d'inhabituel. Une réunion reportée par-ci, un déjeuner reprogrammé par-là. Il balaya l'affaire d'un revers de main, pensant que tout le monde était simplement occupé par les affaires de fin de trimestre. Mais à la fin de la semaine, le silence a commencé à remplacer les confirmations. Les appels téléphoniques sont restés sans réponse. Les courriels sont revenus avec de vagues retards. Les contrats qu'il poursuivait depuis des mois ont soudainement échoué sans explication. Ce n'est que lorsqu'un jeune cadre d'une des principales entreprises étrangères qu'il courtisait lui a transmis une note interne que Desmond a pris conscience de l'ampleur de la situation. La note stipulait: « Au vu des récents comportements publics contraires à nos valeurs, nous ne poursuivrons pas le partenariat avec Taylor Holdings. » Cette seule phrase l'a transpercé comme une lame. La vidéo de son discours est devenue virale, des extraits édités ont été partagés avec indignation. Ses propos ont été condamnés. Les médias se sont emparés de l'affaire, la qualifiant de scandale de gala. Les gros titres ont fait la une, le PDG a humilié publiquement sa femme lors d'un gala de milliardaires, et les moqueries sur son mariage ont suscité la colère des investisseurs. Les commentateurs, les influenceurs et les associations de défense des droits des femmes ont relayé son nom sur toutes les plateformes. Son équipe de relations publiques a tenté de limiter les dégâts, mais la blessure était trop profonde et son arrogance trop récente pour être oubliée. Les grandes marques ont commencé à prendre leur distance avec Taylor Holdings. Le cours de l'action a chuté. Les banques ont commencé à revoir leurs affiliations. Les principaux membres du conseil d'administration démissionnèrent discrètement pour protéger leur réputation. Pendant des années, Desmond avait grandi grâce à son image et à sa perception. Et maintenant, ces deux éléments s'effondraient plus vite qu'il ne pouvait réagir. Pourtant, il continuait à arpenter son manoir comme si de rien n'était, jusqu'à ce que les lettres commencent à arriver. Avis de résiliation. Retrait. Enquête. Au bureau, la panique s'est emparée. Le personnel a commencé à quitter le navire, craignant des licenciements. Les fournisseurs ont réclamé leurs paiements anticipés. Des partenaires de confiance ont annulé des contrats préapprouvés. Même des amis de longue date du secteur sont devenus froids et évasifs. Desmond s'est emporté lors des réunions du conseil d'administration, accusant tout le monde de trahison. Mais personne n'osait lui dire la vérité en face, qu'il était responsable de tout cela. Que le monde avait vu qui il était vraiment. Derrière les portes closes, même ses propres employés murmuraient qu'il humiliait sa femme en public. Que ne nous ferait-il pas? Desmond, autrefois magnate intouchable, était désormais un exemple édifiant dans les séminaires d'éthique d'entreprise. Personne ne se souciait de l'impressionnante réputation de son entreprise. Tout ce qu'il voyait maintenant,
C'était un homme qui avait démoli sa propre maison avec un seul micro et un ego démesuré. À la maison, Rita commençait également à remarquer le changement. Elle continuait à jouer le rôle de soutien, murmurant des mots d'encouragement, proposant des massages, préparant ses plats préférés. Mais ses yeux scrutaient les gros titres avec inquiétude. Elle n'avait pas signé pour un navire en perdition. Et l'homme qu'elle avait autrefois admiré pour sa richesse et son influence était désormais une tache sur sa réputation. Mais Desmond restait aveugle. Il croyait que la tempête passerait, que quelques excuses et des dons judicieux redoreraient son blason. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que le pouvoir qu'il exerçait autrefois provenait de la perception, et que la perception, une fois brisée, se reconstitue rarement. Et tandis qu'il préparait sa prochaine action, les fondations de son empire continuaient de se dégrader. Alors que l'empire de Desmond s'effondrait autour de lui, il s'accrochait désespérément à la seule chose qui semblait stable, Rita. Elle était son refuge, sa distraction, sa prétendue partenaire. Elle murmurait des mots qui lui redonnaient un sentiment de puissance, même si le monde le rejetait. « Ce n'est qu'une phase, Desmond, » disait-elle en lui caressant les cheveux dans leur chambre. « Tout est veras. Tous les grands hommes affrontent des tempêtes. » Sa voix était apaisante, mais son regard était calculateur. Pendant que Desmond s'effondrait, Rita élaborait une stratégie. Elle savait que la fin était proche et, contrairement à Suzanne, elle ne croyait pas qu'il faille soutenir un homme en perdition. Mais elle ne repartait pas les mains vides. Elle se lança donc dans son dernier jeu, un mensonge élaboré au sujet d'un nouveau projet d'investissement à Dubaï. Elle dit à Desmond qu'elle avait des contacts qui pourraient restaurer sa réputation et le rendre plus important que jamais, mais que cela nécessitait des capitaux urgents, des millions. Desmond, désespéré de se racheter, a cru au mensonge. Il a hypothéqué ses biens restants et liquidé des actions auxquelles il avait juré de ne jamais toucher. C'est comme ça qu'on rebondit, s'est-il dit. C'est le retour. Il a viré les fonds sur les comptes désignés de Rita, via une société écran qu'elle avait fabriquée. Les documents semblaient professionnels, le discours impeccable. Il a même reçu de fausses propositions et des appels vidéo avec des acteurs se faisant passer pour des investisseurs étrangers. Rita a parfaitement joué son rôle, le réconfortant lorsqu'il doutait, le poussant lorsqu'il hésitait. Dans son orgueil brisé, Desmond lui faisait plus confiance qu'il n'avait jamais fait confiance à Suzanne. Il croyait que cette femme voyait son potentiel, qu'elle croyait en lui. Et à chaque transfert, à chaque signature, il cédait sans le savoir le reste de sa fortune. Puis, comme ça, Rita disparut. Tout a commencé par des appels sans réponse. Puis, son profil sur les réseaux sociaux a été désactivé. Son appartement, autrefois rempli de chaussures de créateurs et de maquillage de marque, a été entièrement vidé. Aucune note, aucune explication. Rien. Le cœur de Desmond s'emballa lorsqu'il visita le bureau qu'elle prétendait être le siège social local de son entreprise. Il était vide. Inoccupe. Il appela les soi-disant partenaires de Dubaï, mais les numéros ne fonctionnaient plus. Tout s'écroula sur lui en un instant. Il s'effondra sur le sol de sa demeure, les mains tremblantes, le souffle court. Il avait été utilisé, déjoué et abandonné par la femme en qui il avait tout misé. Rita n'était pas seulement une erreur, elle était une punition. Un rappel ambulant que le karma n'était pas un mythe. Et Desmond, autrefois si haut placé, avait maintenant atteint le plus bas niveau de l'humiliation. Dans les jours qui suivirent, Desmond se retira du monde. Les créanciers ont commencé à frapper à la porte. Les comptes bancaires ont été gelés. Les voitures ont été saisies. Le manoir fut mis en examen pour impayé. Il parcourut les couloirs de la maison qu'il dirigeait autrefois, devenu un havre de regrets. Son personnel démissionna. Ses amis ont bloqué ses appels. Même les tabloïds ont cessé de mentionner son nom. Ça ne valait plus la peine de cliquer dessus. Il se regarda dans le miroir et vit enfin ce que tous les autres avaient vu depuis longtemps, un homme brisé. Il se souvint de la grâce tranquille de Suzanne, de sa loyauté, de ses prières, de sa voix douce qui avait un jour tenté de l'avertir. Et pour la première fois, non par amour, mais par chagrin et par honte, il murmura son nom. Susan. Mais elle était partie. Et maintenant, tout le reste aussi. Les mois passèrent. Le monde continuait d'avancer. Mais Desmond, lui, ne changeait pas. Il vivait désormais dans un modeste appartement à la périphérie de la ville, le Penthouse et les voitures de luxe n'étant plus que des souvenirs s'évanouissant dans la poussière. Il évitait les nouvelles,
ne supportant pas de lire que l'empire qu'il avait bâti était maintenant vendu aux enchères pièce par pièce. Son téléphone sonnait rarement, et quand cela arrivait, c'était soit des créanciers, soit des parents éloignés qui faisaient semblant de ne pas le connaître. Durant ces longues soirées silencieuses, il se surprenait souvent à contempler de vieilles photos de Suzanne, la femme qu'il avait rejetée comme un déchet. Il se souvenait des nuits où elle veillait à prier pour lui, des repas discrets qu'elle servait malgré sa froideur, de son sourire même brisé. Le regret était désormais son compagnon constant, et il le hantait comme un fantôme dans chaque recoin de sa maison vide. Pendant ce temps, la vie de Suzanne avait pris un tournant dramatique. Après avoir demandé le divorce et disparu de la vie publique, elle avait discrètement accepté un emploi dans une maison d'édition. C'est là qu'elle a redécouvert sa passion pour l'écriture et la narration. Un après-midi, alors qu'elle participait à une lecture caritative, elle a revu Samuel Kingsley. Il s'approcha d'elle avec la même grâce tranquille dont il avait fait preuve au gala, mais cette fois, il prit la parole. Leur conversation coula naturellement. Et peu après, les rencontres se transformèrent en dîners, et les dîners en longues promenades sous un ciel étoilé. Samuel ne la bouscula jamais, ne la traita jamais comme un fardeau ou un symbole. Il écouta ses rêves. Il l'encouragea à parler. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, Suzanne se sentit entendue. Non pas comme une femme brisée, non pas comme une erreur, mais comme quelqu'un de profondément digne d'amour. Un dimanche matin, Samuel emmena Suzanne dans un jardin tranquille surplombant un lac. Le soleil caressait l'eau et les oiseaux chantaient au loin. Là, parmi les roses et le jasmin, il s'agenouilla avec une simple bague en or et demanda « Me permettras-tu de te chérir toute ta vie ?» Les larmes emplirent les yeux de Suzanne, non pas de douleur, mais d'une immense gratitude. Elle hocha la tête, incapable de trouver les mots. Le mariage fut privé, élégant et empli de rires, le genre de ceux que Suzanne avait cru autrefois ne pas lui être destiné. Ce n'était pas une question de richesse ou d'apparence. C'était un amour fondé sur la vérité, la patience et la bonté. Samuel lui a donné non seulement de l'affection, mais aussi la paix. Et dans ses bras, elle s'épanouit, devenant la femme qu'elle était censée être, forte, joyeuse et rayonnante. Desmond entendit parler du mariage grâce à un titre de blog, La beauté discrète du milliardaire Samuel Kingsley Mary, paru dans Gala Scandale. Il cliqua sur l'article, et elle était là, Suzanne, rayonnante, confiante, avec un sourire qu'il n'avait jamais vu auparavant. Quelque chose en lui se brisa. Il sentit le poids de ses décisions l'étouffer. Poussé par le désespoir et la culpabilité, il réussit à trouver son adresse et se présenta un matin, sans y être invité. Samuel n'était pas là. Suzanne sortit, surprise, mais sereine. « S'il vous plaît, » commença Desmond d'une voix tremblante. « Je suis désolé. Je ne savais pas ce que j'avais. » Elle le regarda un long moment, le regard calme mais ferme. « Et maintenant, c'est le cas. Mais c'est trop tard. » Elle se retourna et rentra à l'intérieur, fermant la porte sans un mot. Et ainsi, le chapitre final fut scellé, non par la vengeance, mais par le refus silencieux et digne d'une femme qui s'était élevée au-delà de son atteinte. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.